Je vais, hélas, dans cette émission déranger une vaste zone de confort pour beaucoup, car une campagne de désinformation massive est montée depuis plus d'un siècle sur notre satellite, la Lune. Ah bon, Sylvano? Depuis plus d'un siècle, on nous ment sur la Lune? Et oui, la Lune embarrasse les scientifiques, et aucun d'eux n'est capable d'expliquer les origines et les caractéristiques singulières de la Lune. Même si vous l'aurez compris, les scientifiques ayant horreur du vide, ils n'hésitent pas à émettre des hypothèses abracadabrantesques pour combler leur ignorance. Et comment faire pour connaître la vérité? Il nous faut mener une enquête minutieuse. Pour enquêter sur la Lune, il nous faut aussi étudier l'histoire. La plus vieille représentation de la Lune est présente sur le fameux disque de Nebra. Voici ce disque de Nebra. Il date de 1600 avant notre ère. C'est très récent. Uniquement 3600 ans nous séparent de lui. Ok, jusque-là c'est simple. On peut donc conclure qu'il y a moins 1600 ans, l'homme connaissait la Lune. Si tu le permets, Sylvano, on va faire un petit schéma pour s'en souvenir plus tard. Voilà. Et avant alors, c'était comment? Je pense que vous êtes comme moi, n'êtes jamais lassé du spectacle que peut offrir la Lune dans le ciel. Imaginez nos ancêtres, vous savez, ceux qui vivaient dans les cavernes et s'amusaient à dessiner sur leurs parois. J'ai eu beau chercher et je n'ai trouvé aucune représentation de la Lune. Quel spectacle extraordinaire cela devait être. À la place des animaux qui, eux, y côtoyaient, tuaient tous les jours. Personnellement, cette affaire m'a toujours surpris au plus haut point. Donc là, ce que tu nous laisses entendre, Sylvano, c'est que si la Lune n'est pas peinte sur les parois des grottes préhistoriques, c'est que probablement elle n'était pas présente dans le ciel. Car la Lune offre un spectacle si merveilleux que sans aucun doute, si elle avait été visible, les hommes préhistoriques n'auraient eu de cesse de la représenter. Bon, on va compléter le petit schéma de tout à l'heure. Et finalement, elle est apparue quand la Lune? Il était communément admis dans les années 70 d'une Lune beaucoup plus vieille que la Terre. Oh là 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 là, quelle hérésie! Mais nous allons voir que ce n'est pas si hérétique que cela, car fort heureusement, la NASA se donne elle-même le bâton pour se faire battre. En 1973, le très sérieux journal d'astronomie de Harvard, Sky and Telescope, rapporte, rapporte que lors d'un colloque concernant la Lune, une roche lunaire avait été estimée à, tenez-vous bien, 5,3 milliards d'années. Mais alors là, on se pose un problème bien plus grand. Cela voudrait dire que la Lune se serait formée avant la création du système solaire. C'est assez déconcertant, n'est-ce pas? C'est vrai, la Lune existe, n'existe pas, existe à nouveau. Bref, Sylvano, on aimerait bien que tu éclaircisses ce paradoxe. Ah, mais avant, tu veux nous faire part d'autres découvertes? Ok, on t'écoute. Outre le problème de l'âge des roches, il y a aussi la densité moyenne. La Lune a une densité moyenne de 3,34 grammes au centimètre cube, contre 5,5 pour la Terre. Or, si la Lune et la Terre s'étaient formées en même temps, alors que leur densité moyenne devrait être semblable, on les explique alors que, pour justement expliquer cette différence, que le noyau de la Terre en fer, on va pas revenir dessus, et prenons l'hypothèse, fait la différence car très dense. Ok, donc la Lune est creuse. Ce qui a été par la suite confirmé à de nombreuses reprises. Les sondes ayant déposé sur la Lune des sismographes ont étudié l'impact soit des météorites tombant sur la Lune, soit en y envoyant des sondes s'y écraser. Or, le fait est là. La Lune résonnait comme une cloche. Or, le fait est là. La Lune résonnait comme une cloche.
Cela veut dire que la Lune ne peut plus être naturelle et qu'elle est donc artificielle. Le colonel Ross Dedrickson était responsable de la gestion de l'inventaire des stocks d'armes nucléaires des États-Unis. Peu de temps avant son décès, Dedrickson a déclaré au monde que les États-Unis avaient tenté de faire exploser des armes atomiques sur la Lune à des fins scientifiques de mesure, et que ce projet avait été stoppé par des extraterrestres. Ok, ok. En lisant cela, 99,999% de la population va se bosser et se moquer. Les autres, 0,001%, vont se demander comment un colonel se permettrait, à l'aube de sa mort, de raconter des âneries pour laisser ensuite sa famille, ses enfants, ses proches sujets à la moquerie. On va donc chercher du côté des amateurs si certains réussissent néanmoins avec leur petit matériel à capturer des choses intéressantes sur la Lune. Je vous ai préparé quelques extraits de ce que ces astronomes amateurs réussissent à faire. Chercher les gratte-ciel, mais filmés par le haut, hein, c'est-à-dire en les voyant du toit. Allez, je vous laisse. Ah oui, là il y a du lourd quand même. Bien, mais n'aurions-nous pas d'autre moyen de confirmer tout cela? Eh bien si. On s'aperçoit avec la déclassification des documents secrets de la CIA, du FBI, que cette dernière, mais aussi le KGB, hein, s'intéresse énormément au remote viewing depuis très longtemps. Petit flashback. Que sont les remote viewers? Le remote viewing, c'est cette capacité extraordinaire dont disposent certaines personnes à projeter leur esprit à un point donné, et en décrivant ce qu'ils voient, minutieusement. Certains parlent aussi de vision à distance. Mais il y avait un remote viewer qui était très célèbre, qui commençait à faire parler beaucoup de lui. Il s'appelait Ingo Swann, et il avait été recruté en 1972 par la CIA, qui finançait un projet de recherche au Stanford Research Institute sur les perceptions extrasensorielles. En 1975, il eut un coup de téléphone d'un ami haut fonctionnaire à Washington qu'il connaissait, qui lui suppliait d'accepter un appel téléphonique d'un inconnu. Ingo accepta bien sûr, et un certain monsieur Axelrod l'appela. Il faisait partie d'un groupe ultra secret, et ils lui disent qu'il voulait utiliser ses dons, non pas pour aller sur Jupiter, mais sur la Lune, et en particulier sur sa face cachée. Donc Ingo Swann va projeter son esprit sur la face cachée de la Lune. Ouais, c'est fort ça. Et il voit quelque chose? Il trouve d'abord des motifs dans le sable, des petites touffes, des dunes. Il distingue aussi de la brume, des nuages. Il accepte de retourner aux coordonnées d'Axelrod un peu plus tard. Et il revoit la même chose. Il voit quoi? Des éclairages identiques à ceux que l'on voit sur les terrains de football de nos jours, mais avec une lumière verte. Il voit des sortes de tours. Il ressent à nouveau une légère atmosphère. Il voit les éclairages, les tours, dont une énorme qu'il estime équivalente à 40 étages. Axelrod donna d'autres coordonnées à Ingo. Il y voit des choses là qu'il ne comprend même pas. Des bâtiments à l'aspect très étrange. Des ponts dont il ne comprenait même pas la fonction, qui semblaient se reposer sur rien. Il vit de longues choses tubulaires, des machines, des routes droites sur plusieurs kilomètres. Et le comble, il voyait des humanoïdes, nus comme des vers, creusés à flanc de colline. Il voyait des humanoïdes, nus comme des vers, creusés à flanc de colline. Mais ces humanoïdes ont commencé à gesticuler et à montrer la position où, logiquement, était l'esprit de Ingo.
Comment pouvait-il faire cela? Là, Ingo Swann comprit qu'il n'avait pas été le premier voyant à avoir été embauché par cette organisation et que tous avant lui avaient confirmé non seulement ce qu'il avait décrit, mais aussi la capacité de ces humanoïdes à remonter le fil télépathique. Donc, Sylvano, tu nous dis qu'il y a sur la Lune des humanoïdes, vivants nus, et au pouvoir de super-héros. De super-héros? Eh oui, ils sont capables de résister aux chaleurs extrêmes. Il fait quand même plus de 100 degrés le jour sur la Lune. Et ils sont aussi capables de résister au froid extrême. Sur la Lune, la nuit, la température peut descendre à moins 180 degrés. Ils sont immunisés contre la poussière lunaire, pourtant mortelle. Ils peuvent survivre sans oxygène. Et surtout, sont capables de remonter un fil télépathique. Et ça, c'est vraiment extra. Parce que des gars télépathes, déjà, ça court pas les rues. Puisqu'a priori, la télépathie, ça n'existe pas. Mais alors, des gars capables de remonter le fil télépathique, j'en avais jamais entendu parler. Allez, à vous, Sylvano, c'est une blague. De toute façon, les remote viewers, c'est pas fiable. Le remote viewing est ce qu'il y a de plus fiable, bien plus que les médiums qui, dans la plupart des cas, sont totalement sous contrôle, et bien plus que les séances d'hypnose régressive qui, à 99%, sont aussi sous contrôle et totalement fausses. Arrivé à ce stade de l'émission, une question pourrait naître. Si la Lune est creuse, artificielle, habitée par une civilisation plus avancée, à quoi sert-elle? Que veulent-ils? Pourquoi ne prennent-ils pas contact avec nous? Mais, au fait, à quoi sert la Lune? La Lune stabilise les oscillations de l'obliquité de notre planète, agissant comme un régulateur climatique. Merci la Lune. Il semble qu'il y ait des indications que la Terre ait subi, il y a 600 à 800 millions d'années, une ou plusieurs périodes de glaciation globale couvrant complètement la planète type snowball, boule de neige. La Terre n'était pas stable, l'inclinaison de son axe de rotation en faisant une planète de glace. Ils ne savent pas ce qui a redressé la Terre. Bien entendu, ils n'envisagent nullement la possibilité que la Lune aurait ne pas pu être présente il y a 800 millions d'années. Ok, Sylvano, tu nous dis qu'il y a 800 millions d'années, la Terre était couverte de glace, car la Lune, absente, ne pouvait pas jouer son rôle de régulateur climatique. Intéressant tout ça. D'ailleurs, on va pouvoir compléter notre schéma. Mais quel mécanisme peut ramener cet axe de 54 à 23 en 600 millions d'années? Sans la Lune, pas de vie telle que nous la connaissons sur Terre. Bon, j'ai coupé pour faire court. Mais là, Sylvano Trotta nous explique que c'est la présence de la Lune qui a permis, vers moins 600 millions d'années, l'émergence de la vie telle qu'on la connaît sur Terre. Eh bien, achevons notre schéma. Si on acceptait de façon scientifique d'admettre que la Lune n'a pas toujours été là, cela résoudrait, je le pense, bien les mystères auxquels ces mêmes scientifiques tentent désespérément de trouver des réponses. Ah bon? T'es sûr? Je vous laisse vous-même tirer les conclusions qui s'imposent. Un auteur français, en 1968, a écrit un livre qui mélange habilement notre histoire, notre religion, les mystères de la Bible. Il lui reste voir mon émission à ce sujet, et la Lune. Il s'agit de M. Jean Sandy, qui en 68 faisait paraître cet ouvrage, La Lune, clé de la Bible. Selon lui, en étudiant la Bible à la façon de Mauro Biglino, de nos jours, nous n'avons pu que être conçus par une civilisation avancée ayant fait des expériences génétiques pour arriver à l'Homo sapiens. Pour ceux qui ne l'ont pas vu, voir mon émission Ufologie paranormale, apparition mariale, nos origines. Et qu'une fois le travail fait, pour on ne sait quelle raison, il serait parti se réfugier dans la Lune. En résumé, après des recherches minutieuses, Sylvano Trotta nous enseigne que la Lune a été créée par des extraterrestres avant l'apparition du système solaire. Il y a 800 millions d'années,
La vie telle qu'on la connaît ne pouvait se développer sur Terre, car la Lune n'était pas présente pour jouer son rôle stabilisateur. Probablement amenée par les extraterrestres, la Lune fit son apparition dans les parages de la Terre il y a 600 millions d'années, et la vie put se développer. Ensuite, les extraterrestres firent des expériences génétiques et créèrent l'Homo sapiens. Puis ils partirent se cacher sur la Lune, où ils tiennent en quasi-esclavage des humanoïdes aux super pouvoirs. Hum, hum. Pas simple cette affaire. Je vous remercie de m'avoir suivi jusqu'au bout, j'espère que ça vous a plu, et je vous dis à bientôt.